Bonsoir. Donc, on m'a dit de faire assez bref pour l'introduction, sachant que les autres intervenants vont être très techniques et ont besoin d'un petit peu de temps, ok. Donc, ça, c'est le rappel de différents intervenants, et je crois qu'on va respecter cet ordre. Oui, d'abord, Société Abgenus, après Wakeo, et après GS1 France, ok. Donc, effectivement, on a déjà traité, il y a 2 ans, l'usine 4.0, donc on s'était intéressé déjà à l'IoT dans le secteur de la gestion de production. Ce soir, on veut s'intéresser donc à l'impact de ces objets connectés dans la logistique aval de distribution. Okay. Alors, il y aura 2 points, 2 composants de notre logistique aval. Ça sera celle que je vais développer rapidement parce que c'est pas trop l'objet des autres interventions. C'est sur les IoT dans les plateformes logistiques, ok, qui sont dans l'interface entre la production et la distribution. Et puis, on insistera plutôt dans les interventions suivantes sur tout ce qui est tracing, tracking, grâce au IoT dans les transports. Okay. Alors, attendez, je vais un peu vite peut-être ici. Toc et toc. Okay. C'est ça? Oui. Donc, de schéma là-dessus. Bon, donc, rapidement, pour positionner la logistique aval et extrême aval. Donc, en amont, en extrême amont, donc il y a... En extrême amont, il y a même donc la conception des produits, etc. En amont, il y a la relation avec les fournisseurs de premier, deuxième rang, etc. En interne, il y a la interne gestion de production, et nous, on s'intéresse à la logistique aval entre la production et la livraison au client final. Okay. Alors, l'objet de cette conférence, donc, c'est appréhender l'impact des IoT sur l'évolution de la supply chain, okay. Se préparer à ces changements, s'interroger sur ce qui conviendra de transformer digitalement dans la supply chain, ça sera la société Crane avec Stéphane qui le fera, mettre en place donc des communications entre les différentes plateformes numériques, okay. Et puis bien sûr ces remontées d'informations, en tirer tout le parti pour donc faire de la demand-driven supply chain. Bon. Donc la supply chain donc considère que le digital est un levier indispensable pour plus grande souplesse, efficacité. Et donc les pionniers du digital, ceux qui sont les plus avancés, mettent ces techniques digitales au service de la performance globale de l'entreprise et démontre une capacité à nouer des partenariats tout au long de la supply chain. La supply chain, c'est le démantèlement des barrières en interne entre les fonctions de l'entreprise et en externe avec les fournisseurs et les distributeurs. Okay. Alors, il y a des études de Deloitte, okay, sur 1000 entreprises de 2016, et cette étude conduit à déterminer les pionniers qui représentent 35% des entreprises, les opportunistes, 19%, et puis les contraints qui passent au digital parce qu'ils sont un peu contraints par des donneurs d'ordre à 46%. Bon. Dans cette étude de Deloitte aussi, donc on considère qu'il y a des technologies qui sont maintenant matures, hein, comme les WMS, les TMS, le recours à la RFID, au QR, les capteurs, les cobots, ça c'est de plus en plus répandu, et les AGV, donc ces véhicules automatiques que l'on verra un peu plus loin. Bon. Donc les technologies matures, elles sont adoptées par 35% des entreprises et ont un taux de croissance maintenant un peu moins, de 10 à 15%. Bon. Les technologies en croissance, celles qui sont en train de monter un peu en puissance, adoptées à 20% avec une croissance potentielle de 30%. Donc c'est différents drones, hein. Les drones inventaires, on verra aussi. Alors, drone inventaire, ça sera sur les plateformes. Les drones livreurs, ça sera dans les transports. Les exosquelettes, les capteurs, la blockchain, okay, très répandue, surtout dans le monde maritime. On verra ça rapidement. Okay. Excusez-moi. Et les technologies émergentes, d'accord, qui ne sont adoptées pour l'instant qu'à hauteur de 10%, mais qui ont un fort potentiel de croissance de 30%. Dans une précédente conférence, ici, on avait vu Boulanger qui nous avait un peu impressionné avec l'utilisation de l'impression 3D pour les pièces détachées de ces produits. Okay.
Et puis ce qui fait un peu rêver, hein, des véhicules autonomes, le platooning, hein, je ne sais pas si vous connaissez le platooning, hein, on vient de faire des expériences aux États-Unis, hein, je vous en dirai deux mots. Les drones livreurs, d'accord. Il y a même les zeppelins à partir duquel on fera partir des drones, etc. Bon, tout ça c'est un peu futuriste, ok, et pas encore très adopté. Okay. Alors, pour parler donc de l'IoT dans le monde des plateformes logistiques, alors ces IoT nous permettent de gérer mieux les inventaires. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a comme objet? Ben là, vous avez un AGV de chez Schaeffer, okay, donc qui détecte les ruptures de stock et les articles mal rangés. Okay. Vous avez des gants connectés, okay, par exemple de chez ProGlove, ça vaut 2500 € le gant et ça évite de faire des erreurs donc dans le picking. Vous avez des lunettes de picking, hein, vous avez des bras de picking, des robots collaboratifs. Ça, c'est ceux de Geodis aux États-Unis, dans sa filiale qu'il a acheté. Okay. Donc très flexible, de faible coût. Okay. Ces robots observent l'article et décident d'utiliser. Alors vous avez aussi des bras, vous avez vu, qui permettent soit d'utiliser des pinces, soit des ventouses. Et en machine learning, ils savent changer d'outil pour piquer l'objet selon sa forme. Okay. Vous avez aussi des exosquelettes, hein, qui permettent effectivement de soulager le manutentionnaire. Okay. Donc voilà des outils connectés avec des remontées d'informations. Hein. Donc les techniques Goods to Man dont on a déjà parlé, il y a même eu le prix des rois de la supply chain attribué à Goods to Man. Okay. Je crois que dans la salle il y a quelqu'un de L'Oréal, non? Ok. Vous êtes où? Oui, d'accord. Donc j'ai vu que vous avez porté le prélèvement de 450 à 500 objets par heure contre 100 à 150 pour un piqueur. D'accord, ok. Que vous avez réduit vos allées de 50%. Okay. C'est la presse qui dit ça, vous nous le confirmerez. Hein, ok. Bon. Chez Lancel, par exemple, avec ces objets, la préparation de commande a été ramenée de 4 heures à 4 heures au lieu de 8. Les inventaires de 3 jours à 3 jours au lieu de 7. Les taux de litige à 0,013%. Le budget des intérimaires est passé de 300 000 à 100 000 €. Okay. Donc voilà concrètement c'est IoT ce que ça peut apporter dans la préparation de commandes. Okay. Alors pour les transports, alors j'ai parlé du platooning, okay, ces objets connectés, hein, avec des techniques vehicle to vehicle. Okay. Donc l'expérience de 2018 a été faite avec Volvo et Federal Express. Il y a eu 3 tracteurs avec 3 remorques FedEx qui ont circulé sur 100 km, d'accord, avec une distance de 1,5 seconde entre 2 véhicules. Hein. Donc voilà, donc déjà eu une expérience, ok. Avec des autoroutes intelligentes connectées aussi avec le camion, ok. Des expériences de camions autonomes, vous avez bien sûr Tesla, d'ailleurs Tesla qui voudrait passer plutôt du véhicule particulier au camion autonome. Il y a des projets aussi d'Amazon. Hein. Des drones livreurs. Alors vous avez la société Starship Technologies qui a été créée par les fondateurs de Skype, ok, donc ils viennent faire une expérience là à Greenwich en Grande-Bretagne. Donc, qui marie le drone aérien avec le drone terrestre, c'est-à-dire que avoir des drones en dessus de soi, c'est un peu anxiogène. Donc, le drone, on va le faire voler à l'extérieur, on va dire, de la ville, mais dès qu'il arrive dans la ville, il circule sur le trottoir, okay, et donc il va livrer le client qui a un code et qui ouvre le coffre du drone pour se servir, ok. Donc un drone avec 6 roues bourrées de capteurs et de GPS. Okay.
Donc je vous ai parlé chez Walmart, ils ont déposé un brevet qui est loin d'être mis en application avec un dirigeable. Et effectivement, à partir du dirigeable, on aura des drones livreurs pour livrer chez le particulier. Okay. Et chez Amazon, ils viennent déposer aussi un brevet avec des drones capables de comprendre les gestes et les paroles du client. Okay. Donc voilà un peu ces techniques IoT sur la route qui seront développées là. En maritime, le recours, j'ai dit, à la blockchain. Hein. Maersk, avec sa plateforme Linux, digitalise de plus en plus les documents, okay, ce qui réduit les erreurs, réduit la fraude et le temps d'immobilisation des marchandises en transit. Okay. Donc ils ont fait ça avec des fleurs du Kenya. Hein. D'habitude, il y a 30 acteurs qui s'échangent 200 messages entre eux, et donc tout ça a pu être dématérialisé avec la blockchain. Vous avez également Walmart, okay, qui se sert de la blockchain pour la traçabilité alimentaire, donc avec des infos incontestables, inviolables, okay, avec dedans l'origine précise du produit, l'usine qui l'a transformé, etc. Okay. Et pour terminer, je crois qu'on en parlera, c'est les conteneurs intelligents. Vous avez une société qui s'appelle Ocean Insight, hein, avec des systèmes globaux de positionnement qui captent automatiquement par satellite les signaux de petits transpondeurs installés sur le navire. D'accord ? Donc ça sera aussi avec des techniques LoRa qu'on verra. Et puis dernier exemple de CMA, qui est un système CMA Traxens, la compagnie française de conteneurisation, avec des boîtiers détectant les ouvertures et fermetures des portes des conteneurs, hein, la variation de température, le taux d'humidité, d'accord, avec des systèmes d'alarme en temps réel. Okay. Donc voilà quelques outils utilisés dans le monde, effectivement, de la gestion des plateformes logistiques, ainsi que dans le transport. Okay. Très bien, c'est assez court, c'est bon. Donc je vais passer la parole, je crois, à Christophe. Hein, il va nous parler de la révolution du tracking d'assets dans la logistique avec les techniques de réseau basse consommation. Exactement. C'est bien ça. Donc bonsoir à tous. Alors je vais vérifier. Après c'est bonne. Il faut changer de... Moi je suis Christophe Houillet au marketing chez Obgenius. Donc rapidement, Obgenius qui on est la filiale Internet des objets de Bouygues Telecom et donc plus globalement du groupe Bouygues. On existe depuis 3 ans maintenant. Donc c'est une volonté de créer cette filiale directement par Martin Bouygues il y a plus de 5 ans de ça, en se disant il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer sur tout ce qui est Internet des objets. Il faut que le groupe Bouygues fasse partie de cette révolution. Et donc il était naturel que ce soit Bouygues Télécom qui porte un peu cette révolution au sein du groupe Bouygues. Et le choix a été fait de créer une filiale complètement indépendante qui s'appelle Obgenius. Donc on est une 50aine et on a vraiment pour mission d'être les experts réseau sur l'Internet des objets pour le groupe Bouygues et du coup de pouvoir diffuser tous ces nouveaux réseaux à l'ensemble de l'industrie française. Donc on a fait le choix, il y a 3 ans, de partir sur une technologie basse consommation, bas débit, qui s'appelle LoRa. Alors je sais que vous avez eu, lors de ces cycles de conférences, une présentation par Sigfox, donc je vais essayer de ne pas faire de la redite, puisqu'on est quand même un petit peu concurrent. Mais globalement, en fait, donc c'est que ce soit Sigfox ou LoRa, c'est des technologies réseau qui sont assez récentes, qui vont permettre d'aller sur le terrain, de traquer de l'information sur le terrain avec des capteurs qui vont avoir une autonomie de plusieurs années. Donc j'en ai un exemple, hein, là j'ai vraiment, bon ça c'est un petit modèle, hein, mais j'en ai d'autres là, donc je pourrais vous les montrer après. Hein. Donc en général, la taille varie en fonction de la batterie qui est à l'intérieur. Mais un capteur comme ça, là, de Viloc, on est à peu près sur 1 an d'autonomie
Et sur un gros capteur comme ça, de chez Abiway, on peut être jusqu'à 10 ans, quoi, avec une simple pile dedans. Donc voilà, ça c'est le point numéro 1. Et c'est là où ce type de réseau, alors c'est pas uniquement fait pour faire la logistique, hein, bien sûr, on l'utilise pour plein d'autres choses. On fait du smart building avec, on va faire la smart agriculture, de la smart city, donc il y a plein de cas d'usage. Mais en tout cas, la logistique sur LoRa, aujourd'hui, c'est un des gros axes de développement de LoRa, que ce soit en France, mais également dans le monde. Donc le premier point, c'est des capteurs qui vont être autonomes en énergie, donc qui vont nous permettre d'aller traquer les assets un petit peu partout. LoRa fonctionne très bien en termes de mobilité, donc on peut être à 300 km/h, on va tout à fait capter les messages LoRa. C'est des capteurs qui ont des coûts réduits, ça c'est extrêmement intéressant, et c'est là où en termes de volume, ça donne le go quelque part pour aller déployer des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de capteurs sur le terrain, puisqu'on est en général, on est à moins de 100 €, et sur les petits capteurs, typiquement sur ce type de capteur qui a été utilisé pour Carrefour, pour traquer des rôles métalliques, on est à moins de 20 €. Et des technologies de géoloc indoor et outdoor, et ça j'y reviendrai après, parce que j'ai un slide spécifique sur le sujet. Alors, très rapidement, comment ça marche le réseau? Donc on est sur un réseau qui est en fait parallèle au réseau GSM, hein, donc ça n'a rien à voir avec le GSM, c'est un réseau qui a été déployé complètement en parallèle du réseau GSM, qui a ses propres antennes. Par contre, et ça c'est l'avantage d'être Bouygues Telecom, on va utiliser tout ce qu'on appelle le backhaul de Bouygues Telecom, donc toutes les gateways qui ont été déployés sur le territoire national en France sont connectés au backhaul de Bouygues Telecom pour remonter l'information directement sur le cœur de réseau de Bouygues Telecom. Donc le cœur de réseau se trouve ici, donc il est hébergé dans les data centers de Bouygues Telecom, bien sûr. Et on a une plateforme qui s'appelle Spot, qui va permettre à nos clients de venir ouvrir un compte, déclarer leurs objets et aller, via des API standards, récupérer la donnée sur cette plateforme. Et donc il y a la dernière partie sur la droite, là, c'est tout notre écosystème de partenaires, comme Wakeo qui va présenter derrière, qui vont venir se plugger via ces API pour gérer l'ensemble de leurs capteurs et récupérer la donnée. Alors, petit focus sur le réseau, nous on a fait le choix dès le départ de se dire, pour que tout ça, ça marche et pour qu'on puisse lancer vraiment quelque chose de très rapidement sur le terrain, avec sur des gros volumes, on a fait le choix de déployer un réseau au niveau national. Donc il y a eu un gros investissement de fait au départ. Aujourd'hui, il y a à peu près 4300 antennes LoRa qui ont été déployées sur l'ensemble du territoire, ce qui nous amène à peu près à couvrir 95% de la population et 86% du territoire. Ce qui permet déjà de faire des belles choses en termes de tracking logistique au niveau de la France. Alors, bien sûr, le réseau qu'on a déployé, il ne va pas couvrir 100% de vos entrepôts. Donc on va toujours avoir des entrepôts qui seront en limite de couverture. Donc c'est pour ça qu'on a des solutions avec des petites gateways qui sont payantes, hein, bien sûr, tout ça c'est pas gratuit, mais on a des petits gateways qui coûtent pas très très cher, qui vont vous permettre de prolonger le réseau Obgenius jusque dans vos entrepôts. Et puis très rapidement, vous allez me poser la question, mais si moi j'ai pas mon business, il n'est pas uniquement en France. Et donc, oui, l'enjeu de la logistique en particulier, c'est de faire du tracking à l'international. Et là-dessus, alors on n'est pas encore complètement au point là-dessus, mais on y travaille. Et c'est vraiment la priorité, notamment de la LoRa Alliance, puisqu'en fait, LoRa dans le monde est piloté par une alliance globale dans laquelle il y a plus de, aujourd'hui, je crois, il y a 570 membres. Donc Google qui vient d'entrer il y a 2 mois au niveau de l'alliance. Donc l'enjeu demain, en particulier sur la logistique avec LoRa, ça va être de pouvoir faire du tracking au niveau international. Les premiers accords de roaming, alors tout ça, ça va se faire comment? Parce que nous, Obgenius, on ne va pas aller déployer de réseau sur
au niveau international, c'est un boulot qui est tellement énorme qu'on va plutôt faire des accords de roaming avec des opérateurs, comme Obgenius, mais dans d'autres pays, qui ont fait le choix de LoRa pour aller déployer leur réseau IoT. Donc les premiers accords de roaming vont être mis en place d'ici la fin de l'année avec quelques pays en Europe. Et je pense que 2019 va voir arriver vraiment les premiers gros accords de roaming au niveau international. Alors, un petit focus sur les technologies de géolocalisation. Alors, sur la partie en haut à droite, j'ai représenté les solutions natives LoRaWAN. C'est-à-dire que ça, c'est extrêmement intéressant. C'est que par le simple fait de faire de la triangulation au niveau des messages qui sont reçus au niveau des gateways, donc on fait de la triangulation au niveau des gateways, on va être capable d'aller géolocaliser un asset. Alors, avec un niveau de précision qui est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on a deux technologies de géolocalisation native par le réseau. On a, nous, ce qu'on appelle le RSSI. Donc, c'est celui qui a un niveau de précision, on va dire, de l'ordre de 500 mètres en ville et de l'ordre de kilomètres quand on va sortir des villes, qui est uniquement de la triangulation basée sur un niveau de puissance de signal reçu au niveau de la gateway. Donc ça fait déjà pas mal le boulot. Si j'ai besoin de savoir juste si mon rôle il est plutôt à Marseille ou dans mon entrepôt de Paris ou à Lille ou même entre le nord de Paris et le sud de Paris, ça fait déjà le job. Et ça, c'est fourni nativement quand vous prenez des abonnements chez Obgenius, la donnée que vous recevez, enfin le message que vous allez recevoir, elle est enrichie naturellement avec cette position. Après, on a une deuxième solution chez nous qui est la TDOA. Donc c'est exactement le même principe, sauf qu'on va rajouter au niveau du solver de géolocalisation, on va rajouter le temps de propagation du signal jusqu'au niveau des antennes. Donc là, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il a fallu synchroniser l'ensemble du réseau à la microseconde près, donc ça a été énormément de boulot. Et là, on va être TDOA, on va être de l'ordre d'une centaine de mètres. Voilà, donc on multiplie quand même par 5 la précision au niveau des villes. Ensuite, on peut associer à LoRa d'autres technologies, et je vous en ai mis quelques-unes. Alors, si on part du bas, on va avoir le GPS. Voilà, donc ça, c'est vraiment le plus standard. Vous avez un capteur GPS, une puce GPS dans votre capteur. Donc le GPS, lui, il va faire son calcul de GPS avec tous les signaux satellites qu'il va recevoir. Et à travers le réseau LoRa, il va être capable de remonter cette information au niveau du cloud. Et donc là, vous êtes à quelques mètres de précision. Le seul problème, c'est que ça ne fonctionne qu'en outdoor. Alors que les deux autres solutions que je vous ai présentées avant, là, qui sont natives, elles fonctionnent outdoor et indoor. C'est ça le gros avantage. AGPS, ça c'est intéressant aussi. En fait, c'est du GPS, mais dont le calcul de la position est fait sur le cloud et pas au niveau du capteur. Donc là, du coup, on a une précision qui est un petit peu plus faible, de l'ordre de la dizaine de mètres. Par contre, vous aurez à peu près 4 à 5 fois moins de consommation énergétique au niveau du capteur. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et après, on a deux autres technologies, les balises. Donc c'est où on parle souvent de beacon. Donc vous rajoutez en fait des petits beacons. Ça peut être du BLE, ça peut être du FSK, enfin, avec différentes technologies. Et le capteur, quand il va passer dans des zones, par exemple d'un entrepôt, il va capter les identifiants des beacons et du coup, il va pouvoir remonter cette information en LoRa. Et nous, on aura une carto au niveau du cloud qui va nous permettre de dire, bah tiens, le capteur est passé dans la zone 1, 2, 3 ou 4. Wi-Fi sniffing, c'est intéressant aussi. C'est des capteurs qui sont capables d'aller sniffer des réseaux Wi-Fi, de remonter les identifiants des réseaux Wi-Fi au niveau du cloud. Et après, on a des fournisseurs comme Google ou autres qui, à partir de ces réseaux Wi-Fi, alors il faut que ce soit un réseau Wi-Fi qui soit public,
on est capable d'avoir une adresse associée à ces réseaux Wi-Fi. Donc voilà, c'est la combinaison de tout ça qui fait que, en fonction des cas d'usage, on est capable aujourd'hui de traquer à peu près n'importe quel type d'asset et à peu près dans toutes les conditions possibles, que ce soit de l'indoor jusque de l'outdoor au niveau national, voire au niveau international demain. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On parle beaucoup de rôles métalliques. Donc j'ai un slide sur le cas Carrefour après, donc ça je vous en parlerai. Au niveau industriel, on a aussi pas mal de choses qui sont en train de se passer. PLV, des palettes et autres. BTP, alors c'est un peu en dehors de la logistique, mais de la supply, mais il y a beaucoup de besoins au niveau du BTP sur le tracking d'assets. On parle de blocs béton, de grues, de tourets, et les gens du BTP sont extrêmement intéressés par tout ça parce qu'ils ont énormément de matériel sur le terrain qu'ils doivent traquer et qui coûte très très cher. Le transport, alors même si on n'est pas... il y a des solutions au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui le fleet management pour aller traquer des véhicules avec des systèmes en GSM qui marchent très bien. Nous, on sera plutôt là sur des véhicules qui ne sont pas motorisés et sur lesquels on ne peut pas avoir de source d'énergie, et donc du coup on va mettre ces trackers, et ça peut être des remorques, ça peut être des wagons. Voilà, la SNCF est extrêmement intéressée par ça parce qu'ils ont des wagons dans tous les sens et ils sont incapables de savoir où ils sont, voire des containers. Et je pense que Wakeo nous en parlera après. Voilà. Et au niveau industriel aussi, beaucoup de beaux projets en cours au niveau industriel, notamment sur des emballages. Donc tous les industriels de l'automobile, de l'aéronautique utilisent beaucoup d'emballages qui coûtent plusieurs milliers d'euros pour déplacer pas mal de pièces détachées, des moteurs et autres. Et donc il y a un vrai intérêt à aller traquer l'ensemble de ces emballages pour plein de choses, et je vais vous les présenter après. Alors, de quoi on parle quand on fait du tracking? Quelle est la valeur ajoutée derrière? Le premier sujet, ça va être, c'est l'inventaire. Donc déjà, c'est savoir, par exemple, j'ai des emballages qui sont répartis entre mes différentes usines. Donc chaque emballage coûte 3 000 euros. J'ai aucune notion aujourd'hui de savoir combien d'emballages j'ai à ma disposition pour faire ma supply chain. Et donc du coup, tous les ans, comme je sais qu'il y en a qui disparaissent, tous les ans, je vais en racheter 10 000. Voilà. Et du coup, sans savoir exactement de combien j'en ai besoin exactement. Donc le premier sujet, c'est je vais faire un inventaire, et comme ça va me dire exactement combien je dois en racheter pour pallier au déficit de perte et de vol. Donc ça, c'est très lié au deuxième point, perte et vol. Alors, on n'est pas vraiment sur je vais aller traquer le voleur, parce que le sujet n'est pas là. Mais rien que sur la perte, souvent, on a des tas d'emballages ou autres qui vont être stockés dans un entrepôt à Trifouilly-les-Oies et sur lequel on ne sait même pas qu'ils sont là. Donc ça va permettre d'aller récupérer ces assets pour les remettre dans le cycle de rotation. Donc augmentation des taux de rotation. Notamment, ça va permettre pour Carrefour déjà d'être sûr que quand ils ont des livraisons à faire, quand ils ont des shippings à faire pour alimenter les magasins, de bien s'assurer qu'ils ont les rôles à disposition pour le faire. Parce que s'ils n'ont pas les rôles dans le magasin, enfin dans l'entrepôt pour aller livrer le magasin, ils sont obligés d'aller chercher les rôles chez le petit dans l'entrepôt qui est à 50 ou 100 km. C'est 24 heures, 48 heures de délai. Et donc ça, derrière, en termes d'impact sur la supply, ça c'est hyper important pour eux. Alors, dématérialisation des transactions, pareil, c'est un sujet chez Carrefour qui a été initié dès le départ, typiquement avec un rôle entre le transporteur, alors entre l'entrepôt, le transporteur et le magasin. À chaque fois, il y a des transactions papier qui sont. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on sort un papier, on est obligé de signer, tiens, je t'ai donné aujourd'hui
je t'ai sorti de mon camion 10 rôles, donc tu t'engages et tu me signes ici pour la récupération de ces 10 rôles. Et je te donne la responsabilité. Tout ça, c'est source d'erreur. C'est extrêmement long. Et donc, il y a un vrai enjeu à travers du tracking donc de l'ensemble de ces rôles, de mettre en plus de la blockchain par-dessus, parce que Carrefour réfléchit à mettre des systèmes de blockchain par-dessus tout ça pour digitaliser complètement ce processus de transaction des rôles. Voilà. Et le dernier point, il y a un énorme enjeu demain, parce que là on n'a parlé que de tracking, mais je crois que Jacques en a parlé tout à l'heure, mais il y a, grâce à ces capteurs, on peut faire du tracking de température, du tracking de choc. Voilà, donc ça ouvre énormément de perspectives pour notamment faire le suivi de la qualité du produit. En termes d'écosystème, donc on travaille avec un écosystème relativement large. Donc nous, on n'est pas fabricant de capteurs, donc on a des tas de fabricants de capteurs qui font le job au niveau des capteurs. Voilà, vous en avez quelques-uns qui sont affichés ici, là. Et puis on a des gens aussi qui font des solutions métiers. Parce que nous, notre cœur de métier, il est vraiment uniquement au niveau de la connectivité. Et donc, du coup, on va travailler avec tout un écosystème de partenaires qui, eux, vont fournir des solutions verticalisées par métier. Et donc, je vais finir sur le cas Carrefour, mais j'en ai déjà pas mal parlé. Carrefour a été assez innovant sur le sujet du tracking, puisque donc ça fait maintenant 3 ans qu'ils travaillent là-dessus. Hein. Donc c'est ce capteur qu'ils ont installé, qui coûte moins de 20 €. Hein. Donc ils en ont déployé à peu près 10 000 aujourd'hui sur leur rôle. Donc il y a tout un système de fixation qui a été pensé pour installer ça en moins de 30 secondes sur les rôles. Parce qu'il y a tout un enjeu aussi quand on a des gros volumes de tout le process d'installation. Et comme je disais tout à l'heure, donc il y a le premier sujet chez Carrefour, alors je ne l'ai pas mis là, mais le premier sujet c'est quand même savoir combien je dois racheter de rôles tous les ans. Parce qu'aujourd'hui ils en rachètent à peu près, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ils en rachètent à peu près 10 000 tous les ans, mais sans savoir exactement de combien ils en ont besoin exactement. Après c'est le sujet qui va venir après, qui est un peu plus long parce que c'est un peu plus complexe, c'est mettre de la blockchain sur tout ça pour digitaliser complètement le process de consignation entre les différents intervenants sur les rôles. Voilà. Et puis après, il y a des projets en cours autour de la chaîne du froid. Hein. Donc il y a pas mal de rôles dédiés aux produits frais. Hein. Et là, il faut traquer, faut faire la traçabilité du produit frais de bout en bout. Il y a aussi des marchandises qui sont fragiles, donc il faut faire la gestion des chocs. Voilà, augmentation des taux de rotation. Et puis voilà, ils ont aussi plein d'autres types de contenants sur lesquels ils seraient intéressés pour faire du tracking. Donc voilà, je vais laisser la parole à Wakeo, à Julien, qui lui donc typiquement intervient plus sur la partie au-dessus de nous. Lui va apporter, on peut dire, de l'intelligence sur la donnée, chose qu'on ne fait pas vraiment nous. Merci Christophe pour l'introduction. Je vais essayer d'être à la hauteur de cette intelligence sur la donnée. Hop, on va commencer par le début. Donc pour me présenter, moi je suis Julien Koch, je suis un des 2 cofondateurs de la société. Donc chez Wakeo, comme l'évoquait Christophe, nous on va vraiment se concentrer sur l'intégration de ces nouvelles technologies dans une logique applicative métier. C'est-à-dire vraiment faire le lien avec le métier sur un ensemble de capacités qu'on va trouver aujourd'hui, que ce soit sur de l'IoT ou sur d'autres champs de données qui existaient déjà auparavant, et apporter le lien dans des cas d'usage métier très concrets. Pour présenter rapidement la société, on est 2 associés cofondateurs. On travaillait tous les 2 auparavant chez PricewaterhouseCoopers. Donc on a travaillé sur des missions de supply chain pour des grands comptes. Et on a notamment en point de départ identifié un décalage très fort entre des tendances de nouvelles technologies où on dit on va faire plein de choses avec de l'IoT, du big data, et la réalité du terrain où dans la pratique, quand on voyait des opérateurs de transport, qui soient transporteurs, commissionnaires de transport ou industriels en bout de chaîne, il y avait une vraie difficulté de se dire ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, comment on procède et quelle valeur ajoutée métier concrète on peut en tirer.
Aujourd'hui, on travaille pour des grands comptes comme Air Liquide dans l'énergie, Faurecia dans l'automobile, et on est financé par le fonds d'investissement américain Techstars et également par BPI France. On a pu participer à des événements tels que Vivatech, par exemple, en début d'année. Pour parler donc du métier, notre positionnement, nous, c'est de se dire, quand je suis l'acteur industriel, c'est-à-dire Air Liquide, quelle est la réalité de terrain de ce que je rencontre? Aujourd'hui, ces groupes, ils vont avoir un footprint très mondialisé. Donc, une des difficultés auxquelles ils doivent faire face, c'est de se dire, on a 10, 12, 40 différents opérateurs de transport à l'échelle du groupe. Donc, ils ont une première limite qui va être, bien entendu, la fragmentation de cette information entre de nombreux prestataires qui ont tous, aujourd'hui, développé certaines informations de tracking, mais sur des outils propriétaires. Donc, quand je suis côté Air Liquide, je ne vais pas aller m'amuser à me connecter sur un outil Kuehne+Nagel, puis un outil Geodis ou un outil Jeffco. Il y a vraiment un enjeu pour eux, un besoin de consolider l'ensemble de ces données. Deuxième aspect de la limite de l'organisation de transport actuelle de ces industriels, c'est la fiabilité de l'information qu'on peut remonter à partir de l'information des opérateurs de transport. Quand je suis l'industriel, si je vulgarise l'enjeu que j'ai, c'est de savoir concrètement où se trouvent les marchandises en temps réel et surtout d'être capable d'anticiper le moindre aléa de transport. Si je dis à mon client en aval que son gaz va arriver le 12 décembre, que dans la pratique il arrive le 18, il y a toute une production et tout un planning des équipes et des stocks qui sont calibrés sur cette date. Donc il y a un vrai enjeu de connaître la réalité du flux et surtout d'être capable d'anticiper les aléas de transport. D'un point de vue solution, donc nous on est vraiment sur un applicatif software. On est 100% sur de l'information, sur du traitement de données et de l'intégration de données, donc on ne produit pas du tout de partie hardware, et on va venir s'appuyer sur différentes informations existantes et qui permettent d'enrichir de type IoT, comme l'a présenté Christophe en introduction. Donc nous, on se positionne comme un acteur software qui va aider à la fois les industriels, mais aussi les opérateurs de transport. On travaille pour un compte comme Jeffco, par exemple, dans un enjeu qui est vraiment de leur permettre au maximum d'anticiper les aléas. Donc c'est du tracking, et c'est aussi ensuite tout un suivi de la performance pour être capable de leur dire, on sait que sur certaines zones géographiques, à destination de l'Amérique latine, pour donner des exemples concrets, on va avoir un taux de service qui est beaucoup moins fiable que ce qu'on peut trouver sur un Asie-Europe, quand on est dans cet aspect transport, où le shipping maritime, en l'occurrence, va être beaucoup plus incertain. Donc on est sur du multimodal. L'enjeu aujourd'hui de l'industriel, c'est pas simplement de savoir quand est-ce que le conteneur va arriver au port, mais c'est très clairement d'avoir un suivi door-to-door global, ce qui implique de pouvoir suivre ces matières ou ces pièces détachées depuis le point de départ, qui peut être en Chine, jusqu'au point d'arrivée, par exemple au Brésil. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail technique de ce qu'on fait, nous, on va venir récupérer un premier type d'information qui sont des ordres de transport. Ça, c'est l'information qu'on récupère auprès du prestataire, Geodis ou Jeffco, par exemple, et on va savoir que la marchandise va partir d'Inde pour arriver à un point final au Brésil. On connaît aussi la décomposition des segments, qui peut être un transport routier pour le cas général jusqu'au port, ensuite une shipping line qui va faire du port d'Inde jusqu'au Brésil, et de nouveau un transport routier. Ça, c'est tout le plan théorique de transport. La difficulté, c'est que la réalité du flux de transport, ce n'est pas forcément le plan de transport théorique. Donc nous, on va venir s'appuyer sur différents niveaux d'information pour effectuer du tracking. On va s'appuyer sur typiquement de la donnée d'IoT, comme l'a présenté Christophe sur du LoRaWAN. Ça peut aussi être d'autres technologies de type Sigfox, GSM ou peut-être demain sur du NB-IoT. Nous, on est vraiment un intégrateur software, donc on est agnostique sur le plan technologie. Notre travail, c'est d'apporter cet applicatif et cette intelligence métier à la donnée. On utilise aussi, donc pas simplement de la donnée IoT, on va aussi utiliser de l'information des navires à proprement parler. Aujourd'hui, il y a un standard de données qui est de l'AIS ou de la donnée satellite. C'est de la donnée de sécurité des navires. Pour éviter les risques de collision, ils vont déclarer leur position mutuelle. Et ça, c'est typiquement une information que nous, on va venir récupérer pour avoir un tracking du navire, ce qui nous permet par transitivité, en se connectant sur d'autres systèmes, de connaître aussi l'avancée du détail de la marchandise qui est à l'intérieur de ce conteneur-là. Donc ça, c'est vraiment de l'information qui nous permet d'enrichir le flux d'infos, les deux premiers, donc l'IoT et données satellites, sachant qu'on va aussi consolider toute l'information des prestataires des chaînes de transport. Donc ça va être les transporteurs routiers ou les compagnies maritimes et aériennes, et également les transitaires qui sont donc les donneurs d'ordre de type Geodis ou Jeffco au-dessus. En termes de distribution d'infos, on va s'appuyer à la fois sur une plateforme web en SaaS,
et également sur de l'information qu'on envoie par API. Donc là, quand il y a un enjeu de consolidation de données dans une architecture SI existante, on va renvoyer directement par système informatique. Ensuite, le point clé de l'intelligence qu'on va apporter, c'est de venir traiter cette information sur 3 grands axes. Le premier, ça va être de faire des repérages automatiques de départ ou d'arrivée de cargo ou de départ d'arrivée de camions, typiquement. On va avoir des coordonnées GPS de départ d'arrivée, on va cercler sur 1 km ou 5 km ces positions-là, et dès que le camion ou le cargo entre ou sort de cette zone, on va être capable d'automatiquement le repérer. La deuxième brique, qui est la brique avec le principal enjeu algorithmique, ça va être d'utiliser cet ensemble de données pour être capable de calculer une heure d'arrivée prédictive. Donc c'est là où on va mettre toute une couche d'intelligence dans le traitement d'informations, puisqu'on va se servir de l'ensemble de notre donnée historique qu'on collecte sur toute notre base de données client. Ça nous permet typiquement de venir comparer, quand on a un plan de transport d'une compagnie maritime qui nous dit le cargo va être le 10 décembre au sud de l'Inde, on va faire des rapprochements entre cette donnée théorique et le réel qu'on trouve sur des positions de sécurité. Et ensuite, par approche statistique, on va dire on a un minimum de 3 jours de temps de transit entre ces 2 points. Ça nous permet, le plus tôt possible dans la chaîne de transport, parce que c'est vraiment là l'enjeu, d'identifier ce retard et de notifier proactivement les équipes opérationnelles. Ça, c'est la 3e brique. Toute la partie alerting, là, de façon concrète, c'est des alertes email dans le cas général ou SMS sur certains flux très critiques. Et on va alerter chez un Air Liquide 80 personnes qui sont des opérationnels en charge des stocks, de la relation client ou typiquement des coordinateurs logistiques. Leur enjeu à eux, c'est de savoir le plus tôt possible qu'il va y avoir un retard. Soit pour prévenir leurs clients quand ils sont en livraison client, soit pour être capable de réorganiser l'ensemble des bookings de leur chaîne de transport et pour s'assurer, chez Air Liquide par exemple, que le conteneur ne va pas rester bloqué sur le port, parce que quand on transporte de l'hélium, ça va coûter plus de 500 $ la journée de stocker un conteneur sur un terminal. Donc s'il reste bloqué 10 jours, je vous laisse faire la facture en fin de mois. Pour prendre un focus un petit peu plus spécifique sur l'IoT, aujourd'hui, il y a une vraie tendance de fond sur l'IoT. Ça fait partie intégrante de la vision de demain de dire qu'on va être capable de connecter l'ensemble des assets. Maintenant, la réalité qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que l'IoT, on va l'utiliser sur des cas d'usage où on va avoir un enjeu d'enrichir vraiment le flux de données. Dans les exemples qu'évoquait Christophe, il peut y avoir besoin de beaucoup plus de fréquences en termes de collecte de la donnée de géolocalisation ou du suivi de température, d'humidité ou de vibration. Donc beaucoup plus dans un aspect fiabilité, conditions de transport, au-delà de la simple géolocalisation. Ce qu'on va trouver également comme enjeu, c'est vraiment de l'interopérabilité. Aujourd'hui, un transporteur routier, il a déjà dans la plupart des cas de figure, déjà un boîtier GPS dans son camion, c'est ce qu'on appelle de la télématique. Donc l'enjeu, ça ne va pas être de dupliquer des systèmes, de rajouter de l'IoT, là où il y a déjà un système GSM. Mais ça va être clairement d'assurer des passages entre ces différentes couches de données, à la fois ce qui existe et ce qu'on peut venir enrichir. Donc c'est là où nous, on assure typiquement cette continuité. Donc on ne va pas faire de l'IoT un dogme dans le sens où oui, on peut suivre énormément de flux de données. Maintenant, l'enjeu, c'est de voir ce qui existe aujourd'hui et voir dans quelle logique l'IoT peut venir enrichir ce flux d'informations, plus de fréquences de type géolocalisation ou des conditions de transport qui sont un enjeu très clé. On va parler de 2 cas clients pour avoir des exemples concrets. Le premier, c'est Jeffco, qui est un opérateur de transport, donc qui est à la fois 2PL, qui a des camions propres, mais aussi donneur d'ordre, 3PL, commissionnaire de transport. Et on parlera ensuite d'Air Liquide. Pour parler du cas d'usage avec Jeffco. Donc là, l'enjeu, c'était côté Jeffco. Le client final, on est dans les motos, c'est Triumph, pour ceux à qui ça parle. Là, l'aspect, c'est qu'ils vont utiliser des cradles, qui sont des socles, pour transporter les motos. La difficulté de Jeffco aujourd'hui, en tant qu'opérateur logistique, c'est que c'est eux qui achètent ces cradles. Et ils ont une vraie difficulté de disponibilité des cradles sur leurs différents sites. Ce qu'il faut voir, c'est que le plan de transport, c'est un site de production de Triumph en Angleterre, un site de Jeffco en Angleterre, et ensuite une arrivée sur un site de Jeffco en France et un dispatch vers des concessionnaires en aval. Donc on va avoir dans la boucle plus d'une 50aine d'interlocuteurs différents, avec une vraie difficulté, c'est de savoir où sont les socles en temps réel, et surtout de s'assurer qu'ils sont disponibles pour les prochains shipments. Donc là, l'enjeu de Jeffco, c'était d'être capable d'optimiser cette rotation et de se dire typiquement, aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps un socle passe chez les concessionnaires.
et j'aurais besoin d'optimiser cette rotation. Si le socle reste plus de 2 jours, je voudrais pouvoir proactivement les prévenir, les alerter et leur demander de réexpédier le socle à son point d'origine. Donc on a travaillé sur ce projet-là avec une société de l'écosystème LoRaWAN qui s'appelle Actility, qui fournit un cœur de réseau et aussi une partie hardware avec Abiway. On a équipé des socles de moto à partir de ces capteurs-là. Et nous, en tant que Wakeo, on fait tout ce pilotage software. C'est-à-dire qu'on récupère à la fois l'information de Jeffco, qui est issue de son système de transport historique, ce qu'on appelle un TMS, un Transport Management System, où eux, ils vont flasher les marchandises dès qu'elles arrivent sur un site logistique. Ça, c'est un premier niveau d'information qu'on récupère. À partir de l'information capteur, on va être capable de l'enrichir, ce flux d'informations. Et typiquement, on va faire des géofencing sur l'ensemble des sites de concessionnaires. Dès que le socle rentre sur le site, on va être capable de déclencher entre guillemets un chronomètre qui nous permet de dire si le socle reste plus d'1 jour, on envoie proactivement une alerte au concessionnaire. S'il reste plus de 2 jours, on envoie une alerte à l'ensemble des parties prenantes. L'enjeu ici, c'est clairement d'accélérer la rotation de ce parc d'actifs et de diminuer la perte. Comme l'expliquait également Christophe, très souvent, au bout d'un moment, on ne sait plus où sont les socles et ils se perdent tout simplement dans le réseau. Parfois, ils sortent du plan de transport initialement prévu et on ne s'en rend même pas compte. Donc, ce qu'on a constaté chez Jeffco, c'est qu'aujourd'hui, un socle, typiquement pour le compte de Triomphe, reste en moyenne 3,4 jours sur un site concessionnaire. L'objectif étant pour eux d'essayer de gagner 1 jour sur ce temps où il est inutilisé dans la pratique. Donc ça permet, de réduire la base d'actifs, d'améliorer ce taux de rotation de ces mêmes actifs, et aussi en aval, d'améliorer la qualité d'informations qu'ils peuvent envoyer et partager à leurs concessionnaires et à leur client final Triomphe, parce que dans la pratique aujourd'hui, ils savent très souvent absolument pas où se trouvent ni les socles ni les motos. Et nous, en suivant le socle, on est capable d'avoir un appairage pour suivre la moto et de donner à l'ensemble des parties prenantes une visibilité sur ces actifs et les produits qui sont transportés. Deuxième cas d'usage pour le compte d'Air Liquide cette fois. Donc là, Air Liquide, on travaille pour la partie hélium du groupe, qui est basée au Moyen-Orient et qui distribue à l'échelle mondiale des conteneurs vers notamment l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. La difficulté côté Air Liquide, là, c'était de suivre 2 aspects. Donc il y a un aspect géolocalisation, là encore, d'être capable le plus tôt possible d'identifier le retard, parce qu'ils vont livrer leurs propres clients. C'est-à-dire qu'ils vont livrer typiquement Arianespace sur des programmes où ils utilisent de l'hélium. Ils ont besoin de savoir sur des programmes aussi pointus, de façon très précise, quand l'hélium sera disponible sur site à destination. Donc là, on leur apporte cette capacité d'anticipation sur les retards. Deuxième enjeu pour eux, c'est de suivre en temps réel ce qui se passe d'un point de vue suivi de la pression et des gaz. C'est-à-dire on va suivre des niveaux de nitrogène et des niveaux d'azote, et dès qu'il y a un certain seuil qui est dépassé, on va pouvoir notifier proactivement l'ensemble des utilisateurs pour être capable d'optimiser la rotation et le remplissage également de leurs bouteilles de gaz. Donc là encore, ils vont suivre et optimiser à la fois la partie conteneur, mais aussi à l'intérieur de ces conteneurs, les bouteilles qui sont utilisées pour transporter l'hélium. Au-delà de ça, il y a un aspect clé pour eux qui est d'anticiper les allées et les déviations. C'est-à-dire qu'on a un plan de transport théorique, mais très souvent, c'est difficile de connaître la réalité de ce qui se passe. Là, on va leur apporter un rapprochement entre ces deux, entre ces deux points, c'est-à-dire qu'on va leur dire de façon analytique sur des rapports de performance en fin de période, au bout de 6 mois ou 1 an par exemple, en utilisant tel prestataire sur un axe géographique Moyen-Orient-Europe, on va être à 12 jours de transit time, donc de temps de transit entre ces 2 points, et en utilisant un autre, on peut l'optimiser à 9 jours et demi. Le point clé pour eux, c'est clairement de réduire au maximum ce temps-là, parce que plus on a du transit time, plus on va être obligé de porter, de financer du stock, et donc pour eux, c'est un vrai enjeu à la fois de CAPEX sur les actifs, mais aussi d'optimisation du BFR. En conclusion, il y a un aspect clé qu'on fait ressortir sur cette dimension IoT, c'est qu'au-delà de l'aspect purement novateur qu'apportent ces technologies, il y a un vrai enjeu d'interopérabilité. Donc c'est vraiment d'assurer un point de passage entre les données qui existent déjà, celles qu'on peut venir enrichir à partir d'informations IoT, et d'apporter une capacité qui est aujourd'hui très orientée sur le prédictif. C'est vraiment être capable d'anticiper le plus tôt possible le retard, et en utilisant toujours plus de données historiques, d'apporter demain une information prédictive en utilisant toute cette donnée pour être capable de la distribuer vers les acteurs. Donc le point clé qu'on retrouve d'un point de vue collaboration, aussi bien sur Jeffco que sur Air Liquide, ça va être une logique très multipartie, d'être capable de mutualiser le business case. Si on analyse Jeffco
purement d'un point de vue de l'opérateur logistique qui est Jeffco, la difficulté d'équilibrer le business case peut être très limitante. On va avoir un coût de hardware en CAPEX qui est important, un coût d'exploitation qui va être non négligeable. Donc leur point mort, il est difficile pour eux à analyser. En revanche, si on intègre dans cette analyse de business case l'aval, c'est-à-dire leurs propres clients, Triomphe, là on va trouver une logique multipartie qui pour eux a beaucoup de sens en termes d'équilibre de ce business case. Donc on va devoir intégrer aussi bien l'industriel qui est donneur d'ordre que ses opérateurs de transport et en bout de chaîne, y compris le client final. Je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Stéphane pour la dernière partie. Bien, bonsoir à tous. Si je comprends bien, il reste ma présentation entre vous et le buffet de ce soir. J'ai souvent le tort de parler trop vite, il est probable que ce soit le cas encore ce soir, du coup, pour le bien de tout le monde. Donc moi, ce que j'ai à vous dire, c'est... je voudrais partager avec vous un peu notre point de vue sur ce qu'il va falloir mener à bien dans les mois et les années qui viennent pour être capable de passer à l'échelle sur un certain nombre de concepts collaboratifs et de technologies. Quelques mots sur GS1. GS1, on est tous sauf une start-up, on est une institution vieille de 45 ans, on est une organisation interprofessionnelle internationale, et notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que les entreprises de la supply chain puissent travailler le plus efficacement possible les uns avec les autres, et donc ça passe évidemment par le truchement de tout un tas de technologies et de leur standardisation pour garantir leur interopérabilité, ce qui est extrêmement important lorsqu'on est sur des chaînes d'acteurs très vastes, très complexes, avec beaucoup d'intérêts en jeu. Donc en fait, notre métier à nous, c'est de construire du consensus fonctionnel, technique, technologique sur les meilleures façons de travailler ensemble. Alors évidemment, plus les années passent, plus tout ça prend une tournure technologique, mais il faut toujours un peu d'humain à la base pour mener à bien les échanges d'idées qui vont bien, pour permettre de mettre en place les prémices de ce qui peut devenir ensuite un standard international. Ce slide pour vous présenter ce que nous, on se représente comme étant la supply chain, et de mon point de vue, c'est d'abord ça qu'il faut être capable de remettre en cause, c'est-à-dire la supply chain vue comme une séquence d'acteurs les uns après les autres. Dans le cadre normatif qu'a mis en place GS1 depuis des dizaines d'années, il y a ces moyens de communication en amont et en aval, point à point, et c'est ça qui est en train d'être finalement impacté, rabattu par ce qu'on appelle la transformation numérique. La transformation numérique, on entend beaucoup parler de technologie, et évidemment les technologies c'est important, ça apporte des nouveaux potentiels, mais ce qui compte et ce qui est fondamental dans cette affaire, c'est surtout qu'on va mettre en réseau les organisations, on va les connecter les unes aux autres, on va connecter les individus les uns aux autres, et c'est ça qui change complètement la donne. Il faut qu'on sorte, c'est ça le numérique, de chacun dans son silo. Il faut qu'on soit tous finalement connectés à travers les outils technologiques. Donc, on connaît la supply chain, et ce qu'il faut penser, c'est la mise en réseau de tout ça. Et évidemment, ceux qui ont un rôle extrêmement intéressant à jouer, eh ben, ce sont les acteurs qui mettent à disposition des gens du métier des plateformes collaboratives, qui viennent outiller des processus collaboratifs. Alors, il y a plein d'acteurs de cette nature-là, en France, en Europe et dans le monde. Là, c'est vraiment que quelques exemples. Juste pour faire un petit exercice de catégorisation, hein, il y a des plateformes qui mettent avant tout à disposition et en partage des datas. Et puis, il y en a d'autres qui font la même chose avec des datas, mais en plus mettent en place des ressources physiques partagées. Alors évidemment, on parle beaucoup des plateformes d'intermédiation dans le transport. Il s'agit d'ouvrir finalement les capacités à acheter avec beaucoup de flexibilité des opérations de transport. On voit la même chose arriver du côté des entrepôts, hein, on met en partage des espaces de stockage. Et puis, on voit même arriver des hubs collaboratifs. Il y a un exemple très parlant sur le marché français qui s'appelle CRC, les centres de routage collaboratifs, qui ont été développés par des anciens élèves des arts et métiers d'ailleurs, donc il faut le saluer parce que dans le domaine de la plateforme collaborative, c'est le déferlement de HEC en ce moment, donc lâchez rien les gars. Tout ça pour dire qu'il y a une foultitude d'initiatives, mais qu'on est encore à un état assez paradoxal du marché, parce que finalement, à chaque fois qu'une plateforme collaborative se monte, elle recrée à son échelle un silo d'information. Voilà. Et en fait, autant ça va bien, ça se développe bien sur les premières étapes du développement de ces entreprises, autant souvent elles butent sur comment je passe à l'échelle, parce qu'évidemment, je ne suis pas le seul sur le marché à avoir une bonne idée. En général,
il y a d'autres acteurs, d'autres plateformes collaboratives choisies par d'autres acteurs de la supply chain. Et donc, ce qu'il faut réussir à faire, c'est probablement, dans les années à venir, d'interconnecter tout ça de façon satisfaisante. Alors, quand on parle de la transformation numérique en général et pour la supply chain en particulier, il y a 3 grands scénarios qui sont un peu schématiques, mais qui aident un peu à se figurer les choses. Il y a le scénario de la domination. Voilà, un gros tiers numérique, probablement venu des US, de Californie, qui prendrait tout le marché de la supply chain, parce que dans les années à venir, qui domine la data dominera les flux. C'est une certitude. Alors, évidemment, c'est le scénario dont personne n'a envie, en tout cas ici. En Californie, c'est un peu différent. Mais voilà, c'est un peu la peur de l'ubérisation qu'on retrouve dans beaucoup de discours dans le secteur du transport. À l'autre extrême, c'est la situation actuelle. On a des super outils, mais ils sont fragmentés. Et du coup, finalement, cette fragmentation, parfois, réduit un peu l'intérêt de ces outils. Et puis aussi, il faut dire que du coup, il y a toujours les moyens de dire je connecte des API avec tout le monde et je fais le boulot que ne font pas les acteurs historiques de la logistique. C'est toujours possible, mais du coup, ça renverse en quelque sorte les proportions de ressources. C'est-à-dire que souvent, les startups mettent 80% de leurs ressources simplement sur des logiques d'interconnexion et il leur reste 20% pour créer de l'intelligence artificielle, pour créer des ergonomies sympas, etc. Donc en fait, il y a quand même, si on veut accélérer, il va falloir probablement être capable d'inverser ce ratio dans les années à venir. Et donc il y a ce scénario du milieu sur lequel nous, on se propose d'être un peu une locomotive en France et à l'international. C'est de dire comment est-ce qu'on construit ce réseau des réseaux, cette plateforme des plateformes, en tout cas cet écosystème de plateformes, je pense que le terme est plus juste, qui garantit en fait des notions d'interopérabilité entre les plateformes. Ça veut dire des notions d'autonomie pour les acteurs métiers, parce que du coup, aujourd'hui, souvent, on est contraint d'utiliser telle plateforme pour être capable de travailler avec tel donneur d'ordre, par exemple. Et donc, il y a beaucoup de frustration sur le terrain de la logistique du fait de cette situation de multi-homing. C'est-à-dire qu'en fait, on multiplie les portails et les plateformes sur lesquelles il faut aller consulter de l'information, en saisir pour en ressaisir dans son propre système d'information. C'est multi-PDA sur les téléphones des chauffeurs, c'est multi-PDA à la ceinture des mêmes chauffeurs. Bref, il faut qu'on arrive à sortir de cette situation un peu alambiquée où finalement, avec de la transformation numérique, on recrée des silos dans tous les sens. Alors pour nous, pour le métier de GS1, tout ça, ça amène à pas mal de questionnements. D'abord, il nous semble que c'est complètement... c'est absolument essentiel, de se mettre dans la situation de standardiser des API. Alors les API, c'est un monde extrêmement standardisé au plan technique, mais ce qu'il faut penser, c'est le langage qui va avec, la façon dont on pose une question et la façon dont on se voit répondre en face. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a une innovation dans le monde de la supply aujourd'hui, ça amène son lot d'API. Donc c'est un peu illusoire de penser qu'on va réussir à tout standardiser. Probablement, on n'a pas besoin de tout standardiser, mais par contre, il y a un certain nombre de fonctions clés dont il faut absolument garantir leur universalisation, simplement dans une logique de réduction des coûts pour tout le monde. Il y a la question des référentiels. Vous savez, les référentiels, en gros, c'est les bases de données où on voit tous les acteurs, on voit tous les lieux, on voit tous les utilisateurs, ce genre de choses. En fait, à chaque fois qu'on connecte 2 systèmes numériques, les uns et les autres se disent « Ah oui, mais moi, je ne comprends pas ton référentiel, c'est pas le même que le mien. » Donc, il y a déjà un effort de fusion entre ces deux référentiels, ce qui, en fait, rend très compliqué, là aussi, les logiques de passage à l'échelle. Et puis, du coup, on se pose la question de est-ce qu'il faut une méta-architecture, c'est-à-dire est-ce qu'il faut un système d'information ou un système de plateforme qui facilite les logiques d'identité numérique, qui facilite les logiques de sécurité, les logiques de contractualisation aussi. Il y a beaucoup de contrats, mais en fait, on se dit que de 1 à 1, si on s'amuse à se faire des contrats dans tous les sens, ça ne va pas aussi accélérer les choses. J'imagine que vous me voyez venir sur le sujet de la blockchain. Nous, sur toutes ces questions-là, on s'est beaucoup concentré depuis 2 ans sur la relation entre le transport et la logistique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a énormément de valeur à aller chercher, probablement, parce qu'on sait tous qu'on a des camions qui pourraient être mieux remplis, qui pourraient rouler un peu moins vide. On a des temps d'attente importants. C'est un truc qu'on dit pas souvent, mais un camion qui arrive pour livrer ou pour charger, il arrive et puis souvent il attend, des fois un quart d'heure, des fois 1 heure, des fois 2 heures. En fait, il y a une vraie variabilité de ces temps d'attente, ce qui est un vrai casse-tête parce que du coup, on ne sait pas exactement... il y a beaucoup d'aléas et du coup, souvent, on préfère ne pas prendre le risque de mieux charger le camion pour livrer un 2e point parce qu'on n'est pas sûr d'honorer cette 2e livraison. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on progresse. Et puis, il y a de la charge administrative dans le secteur du transport et de la logistique, c'est phénoménal.
Alors nous, on a eu un credo, c'est de se dire en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on encourage la digitalisation des agendas. Vous savez, la question de prise de rendez-vous, c'est une sorte de tarte à la crème du numérique. En fait, dans tous les secteurs, souvent, ça a commencé par là. On prend rendez-vous. Regardez le succès de Doctolib aujourd'hui. Finalement, c'est avant tout et en premier de la prise de rendez-vous. En matière logistique, prendre rendez-vous, ça veut dire pour un transporteur, par exemple, d'aller se connecter à un agenda pour choisir un créneau parmi un éventail de possibilités. Donc ça veut dire qu'en fait le rendez-vous devient un peu collaboratif, là où historiquement il était beaucoup dicté par le destinataire qui disait je commande tel truc, je vais être livré à tel endroit, à telle heure, point barre, quoi. Débrouillez-vous pour le reste. Et du coup, si c'est plus collaboratif, il y aura moins de contraintes du côté des transporteurs et donc il y aura plus de facilité de mieux agencer les différentes contraintes pour optimiser les opérations. Donc en fait, il faut encourager la digitalisation des agendas. Mais il faut le faire dans un cadre où les agendas seraient interconnectés. Parce que sinon, c'est la situation que je décrivais tout à l'heure. Il faut se connecter à un premier portail pour livrer un tel, à un deuxième portail pour livrer un autre, etc. etc. Et ça, évidemment, ça déstructure complètement les postes de travail. Les gens deviennent fous. Enfin, c'est quand même compliqué, quoi. Et puis surtout, en fait, la data, personne ne l'utilise vraiment, ça reste des humains qui prennent un rendez-vous d'un côté, qui prennent un rendez-vous de l'autre, sans aucune cohérence d'ensemble, sans la possibilité même de rechercher une cohérence d'ensemble. C'est beaucoup trop compliqué pour un cerveau humain. Donc si on veut optimiser la logistique, pas simplement géospatialement, mais temporellement, c'est-à-dire mieux cadencer les flux, etc., il faut être capable de libérer la donnée sur les rendez-vous, et donc il faut avoir une API standardisée dans tous les systèmes qui proposent des rendez-vous. Et comme ça, celui qui a 10 points de livraison à opérer dans la journée, il pourra poser la question de façon uniforme à tout le monde, récupérer la data, faire mouliner ces super algorithmes et du coup préconiser les meilleurs rendez-vous pour le mieux combiner ces différentes opérations. Voilà, ça paraît tout bête, mais quand on dit on fait une API pour prendre rendez-vous, en fait, on libère un potentiel d'optimisation assez important. Alors on n'a pas encore les chiffres, on a mis des chercheurs sur le sujet, mais en tout cas on sait que le potentiel économique et environnemental est très important et on amène donc ce nouveau levier sur le marché. Alors la façon dont on s'y prend, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, on pensait que simplement co-designer une API avec l'ensemble des parties prenantes, et notamment tous ces éditeurs de logiciels, qui sont finalement le premier cercle des gens qu'il faut convaincre de s'interconnecter. Et finalement, on est plutôt parti sur une infrastructure où il y a quelque chose au milieu, ce qu'on appelle un connecteur. Et en fait, c'est les éditeurs eux-mêmes qui nous ont dit, mais c'est bien gentil, mais moi, demain, ça veut dire que je suis dans une situation d'interdépendance par rapport à mes concurrents. Voilà. Concrètement, ça veut dire que si personne, en quelque sorte, ne joue l'arbitre, moi, je pourrais me voir dégrader l'accès à une donnée critique pour servir mon client. Ce qu'on n'a pas envie de vivre. Ou alors, on pourrait finalement m'envoyer plein de requêtes simplement pour savoir qui sont mes clients, quelles sont mes activités, etc. Bref, pour faire de l'intelligence économique. Donc en fait, on a mis ce connecteur en quelque sorte pour anonymiser les échanges entre les plateformes et pour s'assurer du respect d'un certain nombre de règles du jeu, comme par exemple les temps de réponse. Voilà, si je te pose la question sur les créneaux de rendez-vous disponibles, tu me réponds en moins d'une demi-seconde. Sinon, tu es hors jeu, hors réseau de solutions interconnectées, en quelque sorte. Donc la perspective de ça, c'est que tous ces acteurs qui vendaient des solutions, finalement, vendront toujours leurs solutions, mais plutôt que ce sera simplement pour servir leurs clients qui ont remis les agendas chez eux, ils pourront finalement servir à aller prendre des rendez-vous chez tout un tas d'acteurs qui auront choisi eux-mêmes d'autres solutions. Donc on voit bien que dans ce schéma-là, finalement, chacun reste chez lui dans une situation d'autonomie et d'indépendance. Il choisit sa solution et il a un accès aux solutions des autres. Alors on a commencé sur la prise de rendez-vous. On a publié la première API co-designée du secteur de la logistique en novembre 2017. On a mis le connecteur en place, il est opérationnel depuis août, et là, les plateformes sont en train de faire les développements, et on est en train de préparer les pilotes pour que ce soit live d'ici la fin de l'année. Et on est d'ores et déjà sur un autre sujet, le sujet du suivi des camions. Alors on aurait pu partir sur un suivi des moyens de transport en général. Il se trouve qu'on a considéré qu'il y avait quand même pas mal de spécificités sur la couche camion. Et donc là, on est un peu dans la même configuration, hein. On voit pas mal de plateformes qui disent nous, on va être capable d'aller chercher des données dans plein de TMS différents, dans plein de systèmes GPS, dans les IoT qui arrivent, etc. Et pouf, on concentre tout ça pour que vous ayez une vision globale. Un coup, c'est un grand commissionnaire qui choisit sa plateforme. Une autre fois, c'est le destinataire qui est très intéressé pour savoir les camions qui sont en approche. Un coup, c'est un chargeur qui veut savoir finalement où en sont les opérations de transport qu'il a commanditées. Et puis au bout d'un moment, ça se percute. Les plateformes des uns rencontrent les plateformes des autres. Et là, il y a la nécessité tout d'un coup de se connecter les uns aux autres. Voilà. C'est un sujet qui est beaucoup moins simple que prévu en fait.
dans la mesure où il n'y a pas d'identifiant clé, enfin il n'y a pas de clé d'accès à l'information qui soit transverse à la supply chain. Tout le monde génère des numéros de commande qui sont des numéros internes. Et du coup, quand on reçoit un numéro interne de quelqu'un d'autre, on le recodifie pour être sûr qu'on va avoir des numéros internes dans son propre système d'information. Et du coup, en fait, il y a plein de silos comme ça qui sont créés par le fait qu'il n'y ait pas d'identifiant qui soit transverse. Et puis en plus, évidemment, vous connaissez tout ça, il y a des phénomènes de prestations en cascade. Et donc, le plus dur, c'est de ne pas perdre le fil sur qui réalise la prestation donnée. En tout cas, on a bon espoir d'aboutir d'ici pas très longtemps sur la publication d'une seconde API qui va permettre de plus facilement partager les heures estimées d'arrivée, l'eurodatage d'arrivée des camions. C'est important parce que vous savez que quand on n'arrive pas à l'heure, des fois on a des pénalités. Donc c'est mieux d'avoir une donnée plus objectivée. Il y a aussi des logiques d'autofacturation des opérations de transport, etc. Et puis alors on se rend compte, c'est super, c'est que agenda plus tracking, c'est des choses magnifiques. C'est-à-dire que si en plus, en cumulant l'un à l'autre, du coup on rentre dans des logiques où on aura une supply chain demain qui sera beaucoup plus optimisable dynamiquement. Voilà. Il y a des agendas qui ont été pris, on a un agenda, mais on suit les aléas, et donc en fait, on est toujours en capacité de se conformer à ce qui se passe et de retrouver un optimum de façon dynamique. Bon, alors après, ça c'est que le début de l'histoire. On compte sur vous pour la suite. Il y a plein de fonctionnalités sur lesquelles il va falloir faire le boulot. La lettre de voiture, c'est un bon exemple. Pour s'échanger des données sur une lettre de voiture, il faut être au moins 3. Il faut être un chargeur, un transporteur, un destinataire. Vous imaginez tout le monde autour de la même plateforme, c'est pas possible. Donc il faut des plateformes, et pareil, interconnectées, pour que les systèmes des uns rencontrent les systèmes des autres. On a des enjeux en ce moment sur le CO2. Chaque opération de transport, c'est un impact en gaz à effet de serre. Et donc on est obligé, en France en tout cas, de partager ces données d'impact. Mais il y a probablement besoin d'outiller finalement les questions des calculs et des échanges de données liés à ces indicateurs. La donnée de stock, c'est un enjeu massif. La gestion des emballages réutilisables et énormément de sujets à l'avenir. Donc si on schématise quelque peu, l'idée de notre travail, c'est que demain, ce soit aussi simple de se brancher à l'ensemble de ces systèmes qu'on est capable aujourd'hui de lier un Google Mail avec un Dropbox et un Slack avec des outils qui sont disponibles gratuitement en ligne, où on dit, voilà, le déclencheur, c'est qu'à chaque fois que je reçois un email sur Google, je veux que la pièce jointe aille sur Dropbox et je veux recevoir une notification sur Slack. Et pour faire ça, il suffit de faire trois clics sur un portail web aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on soit capable d'atteindre ce niveau de simplicité en matière de supply chain. Donc j'ai parlé des API, on aborde un autre sujet qui est celui des référentiels logistiques. Et notamment la question des lieux logistiques. Vous savez que c'est tout bête, mais il n'y a pas deux systèmes dans la supply chain qui sont capables de désigner, de nommer, de coder, de géocoder un lieu logistique de la même façon. Il n'y en a pas deux. Et du coup, quand on a besoin de se parler logistique, on ne se comprend pas. Voilà, c'est aussi bête que cela. Donc aujourd'hui, ça se traduit par des enquiquinements opérationnels. C'est qu'en fait, quand sur mon ordre de transport, je reçois une adresse, par exemple, dans 80% des cas, chez les grands transporteurs, on ne reconnaît pas l'adresse. Donc il faut un traitement manuel pour raffecter cette adresse-là à un lieu connu dans le système d'information. Donc en fait, il faut de l'humain et il faut du coup accepter le fait que l'humain des fois se trompe et que du coup on recrée des doublons dans son système d'information. Et quand ensuite on veut utiliser les données, par exemple pour faire tourner des optimisateurs de flux, etc., on a des moteurs d'optimisation qui marchent moins bien parce que les données de départ sont pas de bonne qualité. Et puis donc ça se traduit aujourd'hui par le fait qu'on livre pas toujours la bonne adresse, qu'on n'a pas toujours les bonnes informations, donc on se pointe pas sur le lieu avec les bons documents ou à la bonne heure, etc. Donc ça, c'est vraiment un problème opérationnel d'aujourd'hui, mais ça devient un problème majeur à partir du moment où on cherche à se connecter les uns et les autres, et que par exemple quand on est sur deux systèmes de prise de rendez-vous qui sont censés dialoguer l'un avec l'autre, il s'agit bien de prendre rendez-vous sur un lieu. Si on n'est pas capable de se comprendre sur le lieu sur lequel il faut livrer, on n'est pas capable de s'interconnecter. Donc en fait, si on veut vraiment réussir cette transformation numérique, ça nous semble complètement indépassable, essentiel, de tendre vers l'existence d'un référentiel unique, c'est-à-dire en gros un outil qui permet de synchroniser les référentiels de tout le monde et de ce fait d'être capable de désigner un lieu, même si les informations qui sont afférentes ne sont pas toujours justes, mais au moins de désigner un lieu de façon non ambiguë les uns vis-à-vis des autres. Et donc on est en train de travailler avec un groupe d'acteurs, une dizaine d'acteurs, et on est en train de boucler notre phase de co-conception. C'est la première fois qu'on fait du design d'outils de façon collaborative. Voilà, je crois que j'arrive au terme de ma présentation. Alors évidemment, la blockchain là-dedans, donc il y a
il y a un bruit, un buzz et beaucoup d'excitation sur ce sujet-là. Ça nous semble en partie mérité. C'est pas, à mon avis, à notre avis, juste superficiel et juste une manière de faire de l'argent facile. Quand on met un connecteur entre les plateformes de prise de rendez-vous, même si on est GS1 et qu'on est neutre, à but non lucratif, etc., il n'empêche qu'on prend une place qui est à très très haute valeur ajoutée. Parce qu'on est l'arbitre du jeu, en quelque sorte, on est au-dessus des parties. C'est Christophe qui disait ça tout à l'heure. Et que ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde, parce que du coup, ça veut dire que les éditeurs, eux, se mettent un peu dans une situation de dépendance vis-à-vis de GS1. Donc le mieux, ce serait qu'on puisse finalement avoir les mêmes types de fonctionnalités, de création de confiance, mais de façon complètement horizontale et sans un acteur qui se met au milieu, qui joue donc ce rôle de tiers de confiance. Bon, il y a d'autres choses intéressantes dans la blockchain, pardon. Le fait d'avoir des smart contracts, c'est en gros d'être capable d'avoir des règles métiers qui ne soient pas juste des guides de bonnes pratiques. Vous savez comment on les édite aujourd'hui, c'est sous forme de livret en disant on va voir tout le monde en disant ben voilà, appliquez les bonnes pratiques de la logistique, merci, au revoir. Non, là, l'idée, c'est qu'il puisse y avoir des pratiques qui soient inscrites dans le dur en quelque sorte et qui amènent un certain nombre d'automatisation. Et puis, il y a l'idée de token aussi. Enfin, dans la logistique, c'est de la valeur. Le collaboratif, c'est la création de valeur. Et on peut aussi imaginer qu'un certain nombre de valeurs soient partagées directement à travers ce métasystème d'information. Et donc, on a un exemple tout bête pour essayer de figurer ce que ça peut donner demain. On a deux camions qui sont en approche d'une même base logistique. Il y en a un qui a 1 heure d'avance, il y en a un qui a 1 heure de retard. D'accord ? Aujourd'hui, celui qui a 1 heure d'avance, ben, au mieux, il perd 1 heure, quoi. Il arrive trop tôt, bah, tant pis pour lui, il va attendre. Celui qui arrive en retard, il risque une pénalité. Au pire, il risque un retour marchandise. Et puis, il y a le destinataire au milieu qui, pour lui, non plus, rien ne s'est passé comme prévu. Il avait mis des ressources, des équipes sur les quais et il ne s'est rien passé. Donc, en fait, aujourd'hui, on est dans un jeu perdant-perdant-perdant. Si on reconfigure les agendas, on peut être dans un jeu gagnant-gagnant-gagnant. Mais c'est pas forcément gagnant de la même chose pour tout le monde. Voilà. Celui qui évite une pénalité, un retour marchandise, eh ben, il a plus gagné que les autres. Et donc, d'une certaine façon, c'est aux autres de tirer plus de valeur que lui sur cette reconfiguration des agendas. Voilà, c'est un exemple, mais c'est ce type de scénario sur lesquels on réfléchit en mode blockchain. Voilà. Je crois que c'est la fin. La seule chose que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que nous, on a un lieu pour orchestrer cette collaboration. C'est aussi quelque chose d'humain. On crée des thématiques de travail, on a des groupes de travail, des gens qui sont mobilisés sur chacun des sujets que j'ai évoqués ce soir. Et en fait, rien ne peut se faire, en quelque sorte, sans ces individus et sans cette motivation collective. On a un super lieu pour faire ça, 21 boulevard Haussmann. Donc, j'espère vous y croiser très bientôt tous. Merci.